Bonjour à tous et bienvenue en cette matinée du 25 juin où on a le plaisir de vous accueillir à ce webinaire sur les industries culturelles et créatives. Je m'appelle Dorine Roulachitse, je suis directrice générale de Africalia et je vous accueille ce matin au nom de tous les partenaires de ce projet. Et donc, ce webinaire est organisé dans le cadre du projet européen d'appui au secteur de la culture au Burundi, qui est un projet sur 3 ans mené par 3 organisations et qui a pour but de préserver le patrimoine culturel du pays par le biais de formation et d'appui au développement de projets, mais aussi de créer des emplois pour la jeunesse. On a 3 axes sur lesquels nous allons nous appuyer. L'axe entrepreneurial, un axe renforcement des capacités du tissu culturel burundais et un axe accès au marché. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne, donc la délégation de l'Union européenne au Burundi, et mis en œuvre par Africalia, qui est une agence de coopération belge, et 2 organisations burundaises, Adisco, la maison d'entrepreneurs, et Menya Media, qui sont basées toutes les deux à Bujumbura. Donc, bienvenue à tous. Donc, pour cette matinée, on a 2 heures ensemble à travers desquelles nous allons parcourir ce que sont les industries culturelles et créatives. Cette matinée est construite en 2 parties. Donc, il y a une première partie où nous allons avoir une présentation, une introduction aux industries culturelles et créatives, et une deuxième partie qui, elle, va s'attacher à avoir un échange avec des praticiens du terrain. Vous aurez l'occasion de poser des questions à travers l'onglet questions et réponses dans votre fenêtre Zoom. Vous la trouvez en bas. S'il vous plaît, quand vous posez vos questions, adressez bien à qui vous posez la question et soyez concis et précis par rapport à la question que vous posez, et nous relayerons les questions à la modératrice qui pourra les partager avec ses intervenants. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter cette première partie donc, qui est introduite par Monsieur Luc Maïtoukou. Donc, Luc Maïtoukou est directeur de Zoo Culture, qui est une agence d'ingénierie culturelle. Il est spécialiste des industries culturelles et créatives. Il a dirigé le fonds de mobilité AMA, Art Moves Africa, et a coordonné le programme de promotion des entreprises culturelles et créatives au Sénégal. Il est expert de la Convention 2005 de l'UNESCO. Il participe à plusieurs missions d'évaluation de projets culturels, à plusieurs études sur les ICC, donc les industries culturelles et créatives en Afrique, et intervient dans différentes conférences sur les arts et la culture. Avec Zooculture, il participe à la mise en œuvre du programme d'incubation Afrique Créative qui est présent dans 9 pays, qui est un parcours d'incubation pour des entrepreneurs culturels et créatifs. Il enseigne également à l'Université Gaston Berger du Sénégal et dans plusieurs instituts des arts et de la culture en Afrique, dont l'Institut Corée des arts et métiers de Ségou et Sénégal Talent Campus. Il est manager de l'artiste Centric et également de plusieurs autres artistes africains. Et donc, Luc, je te remercie d'être avec nous ce matin pour ce webinaire. Luc accompagne Africalia depuis de nombreuses années dans plusieurs initiatives. Je te remercie et je te cède la parole pour cette première partie. Merci Laurine et bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de vivre ce lancement de ce programme. Et comme vous l'avez dit, qui va introduire, donc ma tâche à moi sera celle d'introduire les industries culturelles et créatives, juste pour vraiment donner un aperçu de ces industries culturelles et créatives. Que sont-elles? Comment les comprendre? Qu'est-ce qu'elles contiennent? Comment est-ce qu'on les classifie? Donc voilà, je pense que j'ai partagé mon écran, j'espère que tout le monde arrive à le voir. Et voilà, je vais prendre une vingtaine de minutes pour justement vous parler des ICC aujourd'hui. Et voilà, et pour commencer, je vais passer mon introduction. Et c'est juste commencer par ce mot de la directrice générale du CNUSED, la Convention des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui dit que les industries de la création sont essentielles à l'agenda pour le développement durable. Elles stimulent l'innovation et favorisent la diversification économique. Elles sont un moteur important du développement du florissant secteur des services, aiguisent l'esprit d'entreprise et contribuent à la diversité culturelle. C'est un gros mot quelquefois quand on parle d'industrie culturelle et créative, mais aujourd'hui, il est reconnu par tout le monde, par les États, les institutions, qu'elle
prennent une part importante dans le développement des économies. Et cela grâce à des statistiques aujourd'hui qui sont de plus en plus présentes. C'est vrai qu'on se plaint qu'il n'y en ait pas beaucoup sur l'Afrique, mais de plus en plus, tout le monde le reconnaît, la part importante, on reverra des chiffres, des industries culturelles dans le développement économique. Et la créativité, justement, qui est au début de ce processus, et l'innovation humaine sont les principaux vecteurs de ces industries et sont devenus aujourd'hui une véritable richesse des nations au XXIe siècle. Et cela est d'autant plus important parce qu'on parle d'économie créative et on se demande quelquefois qu'est-ce que c'est que l'économie créative. Quand vous écoutez de la télé, quand vous écoutez de la radio, quand vous écoutez de la musique sur YouTube, vous écoutez de la musique sur Deezer, vous regardez des films, vous participez à cette économie créative et qui, justement, permet de générer de la richesse à différents niveaux. Donc, l'économie créative est bien un secteur de l'économie mondiale, hein, mais dont la croissance est la plus rapide aujourd'hui. C'est aussi un secteur hautement transformateur en termes de production, qui génère des revenus, crée beaucoup d'emplois. Mais d'une manière générale, l'économie créative produit aussi de la valeur, mais non monétaire. C'est toute la partie identitaire, toute la partie d'identité que l'économie créative, qu'on retrouve dans l'économie créative. Et aujourd'hui, où nous parlons, les industries culturelles et créatives génèrent environ 2,250 milliards de dollars de revenus et créent aujourd'hui près de 29,5 millions d'emplois dans le monde. C'est vraiment des statistiques, celles-ci, elles datent de 2015, ça a encore augmenté. C'est juste pour dire que les CC sont vraiment en un potentiel à la fois économique, mais aussi avec cette capacité de véhiculer des valeurs. Alors, d'où vient cette appellation, ce concept? Je vais faire un petit rappel historique pour parler de ces concepts. Et c'est en 1947 que ce concept est apparu vraiment. L'industrie culturelle avec Théodore Adorno et Max Horkheimer, qui sont des chercheurs, sont des sociologues, et qui ont commencé à analyser des questions de standardisation et de reproduction de masse des produits de contenu culturel, notamment à la radio, à la télévision, le cinéma. Ça veut dire que ce qu'ils ont observé, c'est tout le système de standardisation a une grande capacité, à un grand nombre d'exemplaires. Donc, c'est parti de cette analyse qu'ils ont commencé à parler d'industrie culturelle. Mais pourquoi industrie? Parce qu'il y avait cette notion de reproduction de masse. Et ils ont commencé à observer que le développement de masse de certains produits, mais de manière industrielle, vous vous rappelez le CD, les cassettes, les bandes, ils ont commencé à identifier cela, à observer cette reproduction de masse et se sont rendus compte qu'en reproduisant en masse des produits culturels, notamment au départ, c'était juste en parlant de la radio, de la télévision, qu'ils ont commencé à développer ce concept d'industrie culturelle. C'est vraiment l'industrie, mais des produits culturels. Mais vers la fin des années 70, en France, Bernard Miège, qui est un penseur, un grand penseur, a aussi, lui, commencé à analyser mais le côté économique des modalités de production et de diffusion des biens et services culturels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son observation à elle, son analyse à lui, s'est focalisée sur ces modalités de production. Comment on produit? Et bien sûr, il a observé l'évolution technologique. Aujourd'hui, l'évolution technologique a eu un gros impact sur tous les modes de production. Plus la technologie avançait, plus les modes de production ont évolué. Et en évoluant, on fait évoluer aussi les modes de diffusion. Aujourd'hui, vous le voyez, il fallait se mettre devant une télévision pour consommer. Aujourd'hui, on transporte les produits sur notre smartphone, on les consomme partout où nous sommes. Et autour des années 90, aux Royaumes-Unis et en Australie, ce concept a aussi évolué. Et là-bas, c'est basé d'abord sur la créativité individuelle. Là, on se rapproche vraiment de l'homme, de l'idée, de la création et de l'œuvre. Et donc, a tenu compte de l'habilité, du talent que ces créateurs avaient et du potentiel de production, de richesse de l'emploi par la création et la propriété intellectuelle. Parce qu'à ce moment-là,
les acteurs et les créateurs étaient protégés, leurs biens étaient protégés. Donc, l'analyse qu'il y a eu en Australie et au Royaume-Uni a pris en compte non seulement le talent, mais aussi cette protection de la propriété intellectuelle qui protège des biens et services. Et donc, cela veut dire qu'on a connu cette évolution des techniques de production, de reproduction, de distribution, de consommation, et ce qui nous emmène justement à nous approcher de plus en plus de ces notions d'industrie culturelle et créative qui recouvrent d'une part les biens et les services culturels, qui parlent de leur modalité de production et leur modalité de reproduction aussi, mais avec le côté industriel derrière. Donc, les filières industrielles, semi-industrielles et non industrielles avaient aussi été prises en compte pourvu qu'elles donnaient lieu à la création de produits qui avaient la capacité d'être mis sur le marché et soumis à un processus de marchandisation et donc leur conférant une valeur marchande. Donc, cela veut dire que ce concept a commencé vraiment à évoluer, industrie culturelle et créative. Et l'une des choses importantes pour séparer l'industrie normale et l'industrie créative, des gens comme Adorno, Bernard Miet, justement, a pris en compte une chose. C'est que dans le produit industriel qui est consommé normalement, le produit il disparaît à la consommation. Mais quand on consomme un produit culturel, il ne disparaît pas. On le consomme, mais il existe toujours. Il appartient toujours à la personne qui l'a créé. C'est cette notion de propriété intellectuelle qui est devenue très, très importante et qui a donné une distinction vraiment particulière aux biens et services culturels et bien sûr aux industries culturelles et créatives qui, elles, permettent justement la production, la diffusion, la consommation, en tout cas, permettent d'emmener tous ces produits vers un public. Alors, pour reconnaître les industries culturelles et créatives, on peut voir quelques critères importants, notamment l'intersection de l'économie et la culture, la créativité au cœur de l'activité, elle est vraiment au cœur de l'activité, cette créativité-là, et les contenus artistiques, culturels ou inspirés de la création du passé, puisqu'on peut s'appuyer sur le patrimoine pour créer, et la production, bien sûr, de biens et de services qui sont fréquemment protégés par la propriété intellectuelle. Donc, la notion de droit d'auteur et de droit voisin est une notion importante dans la définition, justement, des industries culturelles et créatives, qui sont protégées par le droit d'auteur et d'une manière générale, la propriété intellectuelle. Alors, il y a en termes de définition plusieurs approches. On peut voir l'approche de l'UNESCO, celle de l'OCDE, qui est l'Organisation pour le commerce et le développement économique, ou encore l'approche de la CNUSED et aussi l'approche de l'OMPI. Mais toutes ces approches aujourd'hui tiennent compte de la mission que ces organisations se sont données. Donc, si je parle de l'approche de l'OMPI, elle va se baser bien sûr sur la propriété intellectuelle. L'approche de la CNUSED, bien sûr, sur le commerce, sur le développement économique. Et par exemple, l'approche de l'OCDE, totalement axée sur la technologie et qui va souligner la nécessité de prendre pleinement en compte les contenus numériques, mais axée sur le commerce. Je ne vais pas trop m'attarder dessus et essayer de vous proposer, d'accord, une définition assez globale. Mais avant d'arriver sur la définition des ICC, il est important aujourd'hui de bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bien culturel. Alors, les biens culturels, d'après plusieurs définitions de l'UNESCO, sont des biens de consommation qui véhiculent des idées, des valeurs symboliques, des modes de vie qui transforment, qui informent ou distraient et contribuent à forger et à diffuser l'identité collective, tout comme à influencer les pratiques culturelles. Donc, cette dimension culturelle est au cœur justement de ces biens culturels. Elle peut véhiculer des idées, des identités, mais en tout cas, ne seront considérées comme biens culturels que quand elles ont cette dimension culturelle qu'on connaît tous et qu'on peut consommer et qu'on peut sentir. À côté de cette dimension culturelle, il y a cette protection par la propriété intellectuelle, la protection par le droit d'auteur. Donc, il résulte de la créativité individuelle ou collective qui se transmet sur des supports susceptibles d'être reproduits et multipliés par des procédés industriels ou distribués ou diffusés massivement. Donc, on part bien, et on le reverra sur la chaîne de valeur, création, protection individuelle et après exploitation.
ce qu'on vient exploiter sur toute la propriété industrielle de ces créateurs-là. Donc, pour résumer une définition que j'ai tirée justement de cadre pour les statistiques culturelles de l'UNESCO, c'est qu'on peut se dire que les industries culturelles et créatives sont entendues comme les secteurs d'activité ayant comme objet principal la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la commercialisation des biens, de services et activités qui ont un contenu culturel, artistique et ou patrimonial, en sachant que ces biens sont protégés par la propriété intellectuelle. Ceci dit, que contiennent, comment est-ce qu'on peut les classifier, ces ICC aujourd'hui? Il y a énormément on peut parler de filières, de secteurs, et très souvent la distinction peut être floue, mais en tout cas, on peut les regrouper. On peut les regrouper en plusieurs grands secteurs dans lesquels nous allons avoir des filières. Celle du patrimoine culturel et matériel, qu'on vit tous les jours notamment, et qui va concerner des produits dérivés, des services de musées, de sites archéologiques et aussi historiques et des paysages culturels, ou encore dans la créativité des médias, nous pouvons distinguer le secteur, la filière de l'audiovisuel et des médias interactifs, notamment les films, les vidéos, la radio, la télévision, les jeux vidéo. De notre côté, les arts visuels et l'artisanat, donc la peinture, la sculpture, la photographie, l'artisanat d'art, etc. Ou encore la filière du livre et de la presse. Donc, on a les livres, les journaux, les publications périodiques, physiques, numériques, les bibliothèques, et aussi la question du livre, les salons de livres où on peut retrouver plusieurs créateurs qui viennent présenter leurs livres. De notre côté, on a cette filière du design et des services créatifs. Donc, on a la mode, la décoration, d'intérieur, le paysagiste, l'architecture, la publicité. Et bien sûr, je n'oublie pas les arts de la scène et les festivités où on retrouve le spectacle, les festivals, etc. Donc, cela veut dire quoi? Toute entreprise ou toute industrie qui va venir exploiter ou travailler sur une certaine chaîne de valeur et utilisant ces biens et produits culturels peuvent être appelés entreprises ou industries culturelles et créatives. D'accord? Bien sûr que la notion d'industrie ramène souvent à la reproduction de masse, mais aujourd'hui, plusieurs procédés ont évolué et avec la technologie, je le disais encore un peu plus haut, cette évolution dans la production, mais aussi avec un gros impact dans la consommation. Donc, les industries culturelles et créatives sont celles qui vont venir exploiter, travailler sur cette chaîne de valeur que je vais vous montrer très rapidement, en tenant compte, bien sûr, des questions de protection intellectuelle au début de cette chaîne de valeur. Parce que cette chaîne de valeur, c'est création, production, distribution, diffusion, mais tout au début de cette chaîne de valeur, il y a la création, il y a la créativité. Les industries culturelles et créatives viennent exploiter, viennent utiliser, viennent mettre en valeur cette créativité-là. Et cette créativité, dès le départ, elle est protégée par la protection juridique de la propriété intellectuelle. Donc, on peut retrouver à cette étape les premiers acteurs qui sont les auteurs, les compositeurs, les peintres, les metteurs en scène, les chorégraphes, qui, eux, créent, sont protégés et après transmettent ces droits à tout le reste de la chaîne de valeur, notamment pour la production, pour la distribution, afin que ces produits arrivent, excusez-moi, auprès d'un public. Et donc, les industries culturelles et créatives vont travailler sur l'ensemble de cette chaîne de valeur pour apporter bien sûr de la valeur à cette créativité-là, mais aussi pour permettre justement à tout un public de jouir et de consommer des biens et services culturels en leur apportant de la valeur. Et bien sûr, bien entendu, il y a à voir et où tous les acteurs de cette chaîne de valeur vont jouir justement des revenus économiques, d'une part de cette exploitation-là, mais aussi des valeurs, de la transmission de valeurs et de l'identité. Donc aujourd'hui, les ICC, comme on peut les comprendre, interviennent de manière très, très forte, notamment sur la création, mais arrivent à générer une grosse part de la richesse mondiale. Et les statistiques aujourd'hui le prouvent. La part des ICC sur l'économie mondiale
devient de plus en plus grande. Il y a plusieurs rapports qui existent, qui sont disponibles aujourd'hui et qui permettent aujourd'hui d'évaluer. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'année 2021 a été déclarée par les Nations Unies année de l'économie créative. Donc, on veut célébrer, on veut montrer l'économie créative. On veut lui donner cette place-là. Et cette place-là, elle est donnée aux ICC, aux industries culturelles et créatives, parce que c'est elles qui permettent justement cette génération de richesse grâce à l'exploitation de tous ces produits. Donc, les ICC, aujourd'hui, sont celles qui viennent travailler sur cette chaîne de valeur que je vous présente là aujourd'hui, avec plusieurs maillons. Une ICC peut décider de ne travailler que sur la création, c'est-à-dire que permettre aux créateurs de créer dans des conditions favorables, de créer des biens et produits culturels avec toute la capacité, tous les outils qu'il faut, ou encore se mettre sur un des maillons qui est la production, c'est-à-dire venir avec les outils pour transformer, pour donner une forme à toute cette créativité-là. Donc, un musicien qui crée sa chanson, etc., pour qu'elle arrive auprès d'un public, a besoin de travailler, de produire et d'avoir tout autour d'elle toute la méthodologie, toute la stratégie de diffusion à travers des festivals, à travers la distribution digitale, etc., pour que son produit arrive au public. Et aujourd'hui, l'avancée technologique est réellement au service des ICC. Le digital, on l'a vu pendant la pandémie, comment est-ce que le digital est ressorti, a été utilisé par des ICC pour continuer à permettre à cette création-là d'être disponible auprès de ce public-là. Donc, aujourd'hui, je le redisais tout à l'heure, les études culturelles et créatives, c'est vraiment, ça génère énormément de revenus. On a quelques chiffres que je vous montre à l'écran. Générateur d'emplois, générateur de richesses. Et nous sommes dans un monde, le monde culturel et créatif est totalement multipolaire aujourd'hui. Et ces contenus culturels et créatifs sont le moteur aujourd'hui de l'économie numérique parce que ce sont les contenus culturels qui sont aujourd'hui le plus exploités sur le numérique et qui génèrent aujourd'hui beaucoup de richesses. Et l'autre chose importante à signifier, toujours dans des rapports qui ont été présentés avec la CNUSED, c'est que la production culturelle, elle est jeune, elle est inclusive et entrepreneuriale. Donc, elle a de l'avenir. Elle a de l'avenir, elle ne cesse pas d'évoluer, et cela grâce justement à ces ICC qui vont mettre en place toutes les conditions d'exploitation de ces produits-là. Et donc, l'économie, c'est aussi le côté informel. Et on le voit dans beaucoup de pays en Afrique, qu'il y a sur l'informel un vaste réservoir d'emplois. Bien sûr, je parlais d'industries culturelles et créatives qui sont dans l'informel pour diverses raisons, mais qui représentent quand même un vaste réservoir d'emplois. Et cela est très important à prendre en compte dans les statistiques. Mais bien sûr que ces 2 dernières années, la COVID est passée par là. Elle est passée par là et a fortement impacté les industries culturelles et créatives qui ont été touchées vraiment de plein fouet. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui essaient d'évaluer justement l'impact de la COVID, qui emploie aujourd'hui plus de 30 millions de personnes dans le monde, et principalement des jeunes. Et en 2020, une estimation a montré que les représentations publiques a coûté globalement aux auteurs environ 30% de leurs droits d'auteur, ce qui est énorme, et que l'industrie cinématographique mondiale a enregistré une perte de près de 7 milliards de dollars de revenus. Donc, ça montre déjà l'importance de ce secteur, mais aussi la COVID, l'impact qu'elle a eu sur les ICC. On espère que cela va se rétablir grâce justement à des programmes qui tendent à soutenir les ICC partout où c'est possible, et notamment, je parlerai bien de ce programme PASSAC sur lequel nous sommes, en espérant qu'elle va soutenir les ICC, qu'elle va leur apporter un peu de gasoil, un peu d'essence justement pour pouvoir évoluer. Je voudrais m'arrêter là et m'en tenir à cette présentation, cette introduction. Et bien sûr, il y a tout un débat derrière, on va revenir sur certains aspects. Et je vous remercie.
Merci Luc pour cette introduction très intéressante et très riche, avec beaucoup d'informations, notamment quand tu dis les contenus culturels et créatifs moteurs de l'économie numérique. On commence même plutôt à parler, au lieu d'industrie culturelle et créative, de parler d'industrie de contenu aujourd'hui, parce que c'est de ça qu'on parle réellement. Et donc, merci pour cette première partie. On aura l'occasion de pouvoir revenir vers toi. Alors, je rappelle que pour ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet questions et réponses qui apparaît sur votre fenêtre Zoom. Et on va les récolter au fur et à mesure et on les passera aux différents intervenants pour qu'ils puissent réagir. Après la fin de cette première partie, on passe à la deuxième. Une deuxième qui va être riche en échanges et qui va être modérée par une modératrice de choc. Donc, je vous ai dit que dans le cadre du programme européen d'appui au secteur de la culture, qui est mis en œuvre par 3 organisations, Africalia, Adisco, la maison d'entrepreneurs, et Menia Media, nous avons également 4 partenaires locaux également qui sont associés dans ce programme, notamment Touliag, qui est plutôt sur le théâtre, la Chaza, donc la chambre d'art et d'artisanat du Burundi, l'Amicale des musiciens du Burundi et le COPRODA, qui est le collectif des professionnels pour le développement de l'audiovisuel et du cinéma au Burundi, qui est représenté aujourd'hui par sa présidente Diane Kaneza, qui va modérer la deuxième partie de ce webinaire avec des praticiens de terrain. Et donc, Diane est diplômée du Master 2 en réalisation documentaire de création à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Depuis 2012, elle est cofondatrice et directrice de Mikadi Productions, qui fait la réalisation et la production de films institutionnels et des outils de communication. Elle conjugue ce travail de production au sein de Mikadi à la direction de la chaîne de télévision BNP TV. Elle enseigne à l'Université Lumière de Bujumbura dans la faculté des sciences de la communication, option communication et conception audiovisuelle. On est vraiment dans le sujet, Diane. Elle est également, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, présidente du collectif des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi depuis février 2018, un partenaire de ce projet que nous avons lancé. Elle a travaillé pour la télévision nationale de 2006 à fin 2011 en tant que réalisatrice et animatrice TV des magazines événements culturels de la semaine, Bonne Réponse et Notre Terre, Notre Héritage. Et elle a également été chargée de la programmation du Festicap que tout le monde connaît de 2013 à 2015 et directrice du festival en 2016 et chargée de nouveau de la programmation en 2018. Diane, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci évidemment au CoProdac d'être partenaire de ce projet. Je te cède la parole parce que je pense que tu es très bien entourée ce matin pour pouvoir aborder cette matière qui nous intéresse. Merci, à tout à l'heure. Ton micro, Diane, ton micro. Voilà. Alors, merci déjà, Dorine, pour cette présentation. Et merci à Luc également pour la présentation très riche. On a entendu création, diffusion, commercialisation, mise sur le marché des produits, parce qu'on considère aussi des contenus ou produits. Et je me dis que ce sont des mots que nos praticiens locaux avec qui nous sommes ce matin sont peut-être... avec lequel ils sont familiarisés. Donc, ce matin, nous sommes avec Freddy Sabimbona, directeur artistique de Buja Sans Tabou, le festival Buja Sans Tabou qui nous prépare sa 5e édition sous le thème Les Mémoires. Freddy est un metteur en scène, acteur de théâtre, nous le connaissons dans Les Fusillés, Les Outils, L'étrangleur de Kilili. Nous le connaissons également dans Déchirement d'Antoine Kabourahe, je vais dire, une création qui a voyagé dans les régions, dans l'Afrique de l'Est, RDC, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Rwanda, et qui lui a permis d'être au Récréatal et là au Burkina Faso, où il a eu l'occasion de mettre en scène Les 100 de Ali Kiswesinda Ouedraogo, qui sera en tournée durant le mois de septembre en France, durant le festival Sens Interdit. Il est également, Freddy, acteur de cinéma également avec les films Nawewe d'Ivan Goldschmidt, je ne sais pas si j'allais bien prononcer, 6e commandement de Francine Mouniana et Welcome Home de Joseph Ndaisenga. Nous serons également avec Shabani Ramadani, musicien, joueur de guitare basse, organisateur du festival Marhaba Music Expo qui se déroule cette année. Si je ne me trompe pas, il va me corriger, si je me trompe pas, du 30 au 31 juillet 2021, avec des artistes venus du Cameroun, du Burundi, de la France et bien d'autres pays encore. Shabani est également professeur de musique en Tanzanie à la House of Talent
Nous sommes aussi avec Amani Papindi Koumana, fondateur et CEO de Vidéo Studio Jamaïca, basé à Bujumbura. Il travaille avec les ONG internationaux et locaux pour des productions audiovisuelles et cinématographiques. Avec des collaborateurs canadiens, il crée le Burundi Film Center, qui est un centre où des jeunes aspirants au métier du 7e art viennent pour apprendre. De 2013 à 2015, ça veut dire il y a eu 170 jeunes formés et des productions vues dans presque 50 festivals. Et Papi est actuellement le directeur artistique du festival. Donc, en gros, ce sont nos trois intervenants praticiens locaux. À Freddy Sabimbona, dans tout ce que Luc a dit, est-ce que tu te reconnais dans tout ce qu'il a dit? Dans la chaîne de valeur, à quel niveau es-tu? Est-ce que tu te reconnais? Oui, complètement. Mais déjà, merci Yann pour me donner la parole. Merci Luc pour cette belle introduction et aussi pour cette invitation. Oui, tout à fait. Je me reconnais complètement dans cette chaîne de valeur. Je pense qu'il n'y a aucun doute pour dire que du talent, il y en a au Burundi, que de la production, il y en a. C'est-à-dire, quand je parle au niveau du théâtre, il y a pas mal de créations, il y a pas mal de spectacles qui sont produits, il y a beaucoup de formations, beaucoup de compagnies qui naissent. Mais là où c'est pertinent par rapport à la chaîne de valeur dont nous a montré Luc, c'est que justement, il y a un blocage à un moment donné. C'est-à-dire que on produit beaucoup de pièces de théâtre, par exemple, mais qu'on a du mal à les diffuser, par exemple. C'est-à-dire que l'on va, par exemple, passer temps à créer une pièce de théâtre sur 2-3 mois et on ne la présentera que sur 2 ou 3 dates, ce qui est un peu dommage, je dirais. Donc, cette chaîne de valeur est super pertinente et super intéressante dans la mesure où on peut faire en sorte que cette pièce de théâtre ou cette œuvre que l'on crée puisse vivre le plus longtemps possible. Et je pense que le défi est là, justement. Comment se professionnaliser pour que justement nos pièces de théâtre ou nos produits puissent être vus par un public plus large et sur un temps un peu plus long. Voilà. Donc, ça veut dire que chez vous, par exemple, pour Buja Sans Tabou, par exemple, le festival qu'on va voir ou bien les théâtres qu'on a, je dis chaque week-end à Buja Sans Tabou, ça veut dire qu'on ne les voit qu'à Buja Sans Tabou, par exemple. On arrive des fois à les exporter, mais je trouve que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, justement. Je pense que une pièce de théâtre ou une œuvre peut avoir cette possibilité, par exemple, de pouvoir tourner un peu plus longtemps. Rien que, par exemple, à Bujumbura, c'est-à-dire, quand on crée une pièce, elle est juste produite peut-être à Buja, mais elle pourrait très bien pourrait pouvoir faire une tournée à l'intérieur du pays, pouvoir faire une tournée dans la sous-région, par exemple au Rwanda, au Congo, dans les pays voisins. Mais on réalise justement que cette chaîne, même si elle est là, elle est un peu ténue, mais elle pourrait être encore plus renforcée, je dirais, pour qu'il y ait encore plus d'organes de diffusion à travers le pays qui puissent accueillir ces pièces dans les bonnes conditions. Ok, merci Freddy. De Donc, rien. on revient à Shabani Ramadani. Pour Freddy, la chaîne de valeur, il se reconnaît dans la chaîne de valeur. Est-ce que c'est le même cas pour vous? Parce que pour lui, il dit qu'il est important que cette chaîne de valeur soit renforcée de la création, je me dis, à la mise sur le marché. Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez avec Marhaba Music Expo, Shabani Ramadani? Oui, merci, Madame Diane. Oui, je suis d'accord avec Freddy. C'est pareil pour nous, les industries musicales, c'est pareil parce que on a un problème de chaîne de valeur parce que oh, c'est parce que les artistes, on a pas mal de créations, il y a des talents, mais il n'y a pas de concerts, il n'y a pas des événements parce que on n'a pas de moyens, on a du mal à avoir des financements parce que s'il n'y a pas de financement, c'est un peu compliqué pour organiser les événements, mais c'est un peu compliqué, oui. On vous dit c'est un peu compliqué, vous voulez dire quoi exactement? Est-ce que vous pourrez expliciter plus pour qu'on puisse comprendre? Oui, parce que je dis c'est un peu compliqué, c'est par rapport des créations, les artistes, ils font la création, ils font l'enregistrement, des fois ils ne trouvent pas de concerts,
ils ne trouvent pas d'événements. Comme Freddy, il avait dit que comme toujours on fait les événements seulement à Bujumbura. On n'a pas de moyens de faire la tournée à l'intérieur du pays, sous-région, par exemple. Au Rwanda, au Congo, Tanzanie, Ouganda, c'est ça. C'est ça aussi qui fait qu'on n'a pas eu de chaîne de valeur, ça. Ça veut dire que, comme Freddy, vous connaissez la valeur de cette chaîne-là, mais le problème, c'est les moyens. Comment alors on devrait créer les moyens sans toutefois, on sait qu'avec tout le temps on parle, il n'y a pas de moyens, mais comment créer ces moyens-là en fait? Cette question, Shabani Ramadani, quand tu finis de la répondre, Freddy pourra me répondre plus tard. OK. Si pour trouver les moyens, qu'est-ce que je pense? Parce que, par exemple, pour nous, les artistes et musiciens, on a un problème de matériel. Ça, c'est un grand problème. On n'a pas de matos. Si on n'a pas de matériel pour créer, par exemple, un concert à l'intérieur du pays, il faut avoir beaucoup de moyens. Tout ça, c'est un peu compliqué. J'espère, à cause de ce projet, peut-être on va avoir un peu de chaîne de valeur pour les artistes musiciens. Alors, Freddy, comment est-ce qu'on devrait créer, en fait? Comment est-ce qu'on devait faire pour, par exemple, à Buja Sans Tabou, quelles sont les solutions proposées ou envisagées pour pouvoir ne pas nous permettre de voir que le théâtre qu'à Bujumbura, par exemple, pour exporter ce qui est créé, disons, à Gitega ou à Ngozi ou même en dehors du Burundi? Par exemple, nous, ce qu'on a fait à partir de la deuxième édition en 2016 avec Buja Sans Tabou, c'est-à-dire que l'on a fait en sorte que les pièces de théâtre puissent voyager à travers les écoles, c'est-à-dire les écoles, que ce soit à Bujumbura, que ce soit à Gitega, donc qu'il y ait un plus grand public scolaire qui puisse assister à ces pièces de théâtre. Et ça a bien marché. Ça a bien marché dans le sens où justement, même si les conditions ne sont pas au top au niveau scénique, je veux dire, par exemple au niveau des salles, on a quand même la latitude et le pouvoir de montrer les pièces de théâtre à plusieurs écoles, que ce soit à Gitega, que ce soit à Bujumbura. De la même façon, c'est-à-dire par exemple avec la 4e édition, ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire aller dans les quartiers tout simplement, c'est-à-dire aller dans les quartiers pour pouvoir faire en sorte que les gens ne viennent pas au théâtre, mais que le théâtre puisse aller vers les gens, pour justement qu'on puisse agrandir le public, mais que surtout nos pièces de théâtre puissent être vues par un grand nombre. Sinon, ce qui arrive, c'est que justement, on produit, mais on produit pour un public restreint. Et c'est assez dommage. C'est assez dommage et pour les artistes, mais aussi pour le public. Donc l'idée, je pense, d'ailleurs, merci pour cette chaîne de valeur et pour cette belle initiative, c'est de faire en sorte de trouver justement un système pour qu'il y ait une décentralisation culturelle un peu plus grande, quoi, un peu plus grande et qui permettrait justement que nos œuvres, que nos produits, que ce soit aussi bien la musique, le théâtre ou le cinéma, puissent être vus par un grand nombre. Ce qui est pertinent aussi à relever, c'est qu'il y a une demande, et c'est ça qui est génial, il y a une demande énorme dans le pays pour justement voir, assister à des œuvres culturelles. Donc la demande est là, il n'y a aucun doute. Il faut juste maintenant trouver justement ce système, je dirais, qui pourrait nous permettre justement une plus grande diffusion à un plus grand public. Merci beaucoup, on va revenir à vous plus tard. Maintenant, je vais me tourner vers Papi. Alors, Papi Amani, est-ce que tu te retrouves dans tout ce qui a été dit par Luc par rapport, vous êtes un entrepreneur culturel, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui a été dit par rapport aux ICC, des biens culturels, des consommables qu'on doit vendre, est-ce que vous vous retrouvez dans ça, Papi Amani? Oui, merci beaucoup. Là, je peux dire vraiment, je me retrouve bien avec la chaîne de valeur qui a été présentée. En regardant d'abord, quand on dit la création jusqu'à la consommation, pour les professionnels, ils sont dans le formel. Parce que depuis longtemps, on nous a formé comment écrire les scénarios. Ça, c'était la base. Et après, on a vu que créer, ça ne suffit pas si on n'a pas les moyens. Parce que quand vous écrivez, et quand vous n'avez pas un producteur derrière qui va soutenir votre œuvre artistique, qui chaque fois qu'il fait rêver tous les artistes,
quand vous vous retrouvez, vous êtes tellement talentueux, vous commencez à rêver. C'est pourquoi notre métier de l'audiovisuel, chaque fois, ça faisait rêver beaucoup de gens. Et ce qui a créé cet engouement, cette passion, et que tout le monde a commencé à suivre. Mais on ne peut pas se limiter juste à penser qu'on est tellement créatif, qu'on a du talent. Il faut savoir comment trouver les moyens qui vont te permettre à exprimer, comme on dit, son état d'âme et que ce public qui attend à consommer votre œuvre puisse bien se retrouver et comprendre qu'est-ce que vous voulez dire. Et surtout, j'ai aimé la partie quand il a parlé de la distribution et diffusion. Là, ça pourrait rester encore le plus grand défi qui demanderait au moins encore une très bonne formation de base pour savoir quel est le contenu meilleur qui est nécessité pour le marché, pour le public cible. Parce que tout le monde, ils ont commencé à produire et à copier ce que les autres sont en train de faire, à suivre un modèle de l'autre. C'est là où on a trouvé, mais maintenant, actuellement, il y a la multiplication des chaînes de YouTube dans notre pays et qui n'ont pas assez de contenu riche qui est demandé au public spécifique, même demandé au niveau international sur les marchés. En fait, c'est ça que j'ai aimé beaucoup dans la présentation. Merci beaucoup, Luc. Qui va nous mettre en valeur. Comment on pourrait se mettre en valeur? C'est quand on doit savoir ce que je suis en train de créer est destiné à qui et qui peut acheter ça. Et après avoir acheté, comment moi, l'artiste, je vais commencer à me retrouver pour vivre avec ça. Et là, donner un bon exemple de comment c'est un métier qui peut nous faire des millions, qui peut nous faire gagner, et surtout pour le pays, pour booster l'économie d'un pays. C'est quand, par exemple, il y aura des formations. Vous savez, la meilleure formation, qu'elle est bien destinée aux artistes, et cette formation doit être spécifique pour un groupe de gens. Vous savez, il y a des professionnels maintenant, comme vous aussi, Madame Diane, vous avez la chance d'être formé dans l'université, y compris moi-même, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que cette chaîne de valeur, moi, je me suis retrouvé parce que j'ai eu la chance d'avoir une formation académique à Berlin, mais pas pour les autres. Alors, les autres qui n'ont pas été formés ne savent pas quand est-ce qu'il va faire son dossier de production, quand est-ce qu'il va les soumettre, respecter les délais de cette production. Et puis, ses contenus, il doit savoir quel partenaire s'associer pour que ça puisse aller sur un bon marché. J'ai vu un bon produit pour que ça aille sur un marché, ça va demander un bon vendeur qui est crédible et qui est accepté sur le marché. Parce que le vendeur, quand il a déjà cette crédibilité, cette notoriété, automatiquement son produit, on ne peut pas hésiter à le prendre. Si un produit, par exemple avec le brand Braroudi ou avec un brand, je ne sais pas, d'une autre maison, même Nike, tout le monde va sauter sur ça. Il va dire c'est les meilleurs. C'est ça ce qu'on pourrait penser à ce genre de concept, avoir qui a assez de crédibilité comme Coprodac, qui peut accepter de prendre un dossier ou bien une production d'un jeune artiste qui rêve vraiment à sortir et l'accompagner et les pousser jusqu'à la diffusion et jusqu'à la consommation vers la population qui attend vraiment, qui a soif de sentir les bonnes œuvres. Je suis en train même maintenant de suivre Buja Santabo sur YouTube. Il fait pas mal de contenu vraiment en train de toucher le jeu. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose que je ressens sur la chaîne de valeur et ce qui pourrait être développé, c'est côté formation, côté accompagnement. Et ce que les gens rêvent, qu'ils puissent entrer dans la réalité, à se retrouver artistiquement et aussi économiquement. Et merci encore, parce qu'il y a beaucoup de pistes qui font vivre les gens avec les chaînes YouTube. Oui, ça régénère. Mais on ne peut pas se limiter sur les chaînes de YouTube. Il y a, par exemple, vos maisons de diffusion des chaînes de télé. J'ai vu que ça paye aussi. Parce que j'ai été payé une fois avec Arte TV en Allemagne. Cela veut dire que si Arte peut être en mesure d'acheter un contenu burundais à la hauteur, par exemple, de plusieurs millions d'euros, pourquoi pas que chaque jeune burundais qui pourrait écrire au moins l'œuvre de son pays qui est de plus en plus original, authentique et proposer à des meilleures pistes de diffusion. Mais tout ça demanderait un accompagnement, une bonne formation de base. Et je pense que cette chaîne de valeur pourrait être aussi à la disposition, surtout de nos jeunes, je peux dire, qui se cherchent encore. Je ne peux pas les appeler les amateurs, mais sont des chercheurs aussi.
parce que ce sont des jeunes passionnés que je vis et qui ont la passion de ces métiers, mais que nous pouvons accompagner par des formations de base et ils pourraient s'en sortir et devenir aussi des professionnels. Merci beaucoup. Merci, Papi. Vous venez de terminer sur quelque chose comment je dis, de très pertinent par rapport, bien sûr, sur lequel Luc est revenu dessus, par rapport au fait qu'on doit parler d'économie créative. Est-ce que toi, en tant qu'avec le Vidéo Studio Jamaica ou avec le Burundi Film Center, est-ce qu'on peut parler d'économie créative avec tes deux entreprises culturelles? Oui, on peut parler de ça. C'est ce que d'ailleurs il a dit, c'est sur la création des innovations de la technologie. Vous savez, quand vous êtes dans l'art audiovisuel, il faut de plus en plus rester créatif et être de plus en plus innovant. Ce que j'ai essayé d'innover, c'est ce qui m'a permis de booster l'économie de mon entreprise et de rester de plus en plus compétitif sur les marchés. Vous savez, quand on a essayé d'innover les drones, tout le monde voulait voir les images des drones de plus en plus et voir ça dans ces reportages. Donc, chaque fois, je pourrais me retrouver dans les locations de drones. Pas ça seulement, et sur d'autres documentaires d'environnement, de l'agriculture et pas mal d'autres films. Quand j'ai encore commencé à innover sur le numérique, vous avez vu que chaque personne va avoir le souci d'avoir un bon film qui est bien fait avec une qualité supérieure. Et ça m'a donné encore, qu'on appelle notre cachet, à s'imposer sur les marchés. À part ça, il y a encore d'autres innovations qui ont passé. C'est la technologie numérique, c'est la diffusion en direct. Vous avez vu que chaque chose, ce qui ne demande pas la présence physique, qui demande que tout ça se passe virtuellement, et chaque réunion, chaque événement, surtout les événements, ça nous a permis encore, en tant qu'entrepreneurs, d'innover dans ça, et ça nous a boosté aussi l'économie. Donc, toute chose, comme on dit, la technologie commence en train d'avancer rapidement, il faut s'accrocher et suivre le pas en tant qu'entrepreneur, mais il ne faut pas te casser à courir trop, mais au moins s'adapter à ce qui est à jour et ce qui est demandé. Et ce qui te permet à régénérer plus de revenus, c'est ce que tu es en train d'injecter pour la consommation de la population. Parce que la population devient de plus en plus exigeante. C'est ce qu'ils voient et ce qu'ils veulent aussi avoir. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois penser à cette philosophie et injecter ça. Bon, parfois, il y a les contraintes qui se passent maintenant. Tout le monde commence aussi à copier ce que tu fais. Ils copient d'une manière informelle, mais qui n'arrivent pas à répondre à l'exigence de la qualité exigée par les consommateurs. Donc, pour les entrepreneurs, par exemple, qui sont dans les métiers de l'audiovisuel, les acteurs culturels, donc c'est à eux de penser comment investir, comme on dit, smart, très réaliste et voir sur les coûts. Oui, dans notre pays, chaque fois, les gens pourraient se plaindre, oh, le niveau de vie, les coûts, il n'y a pas assez de demandes, mais il y a la demande. Moi, j'avais assez de demandes, mais maintenant, par exemple, je me retrouve à Gitega. Nous sommes à distance, je suis en train de travailler, mon équipe qui est en train de travailler dans une salle, mais moi, je me suis permis de me retirer depuis pour 2 heures et partager avec vous. Ça montre qu'il y a une forte demande du travail, même au sein de notre pays. Voilà un peu, je me retrouve bien et je ne peux pas me plaindre. Et je pense qu'il y a quelque chose que je peux dire à faire, c'est comment laisser ça comme un héritage aux autres. C'est ce que je suis en train de penser, comment partager cette culture économique de l'art visuel aux jeunes qui peuvent vraiment capter ça et accepter ça et qui continuent à vivre avec ça. Ça demande une discipline. Donc, la meilleure chose d'abord aussi, il faut discipliner les gens. Avant-hier, j'ai parlé heureusement avec le propriétaire qui avait investi à Tribeca. Il m'a dit, j'ai amené assez de matériel au pays, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de jeunes sérieux qui pourraient accepter à travailler avec moi. Parce que lui, il était tellement commerçant, mais il n'était pas un artiste. Il n'avait pas assez de patience. Il voulait donc voir l'argent directement. C'est par après qu'il a décidé d'envoyer les équipements en Tanzanie. Mais il m'a dit, en Tanzanie, je me retrouve bien par rapport au Burundi, parce qu'ici, je n'avais pas trouvé un jeune qui pourrait bien gérer les matériels et produire avec. Alors, je lui ai expliqué,
le métier de l'audiovisuel, où vous ouvrez une entreprise multimédia, il ne faut pas attendre l'argent directement. Ce n'est pas comme en Tanzanie. Lui, il a dit, dès qu'il a amené ça en Tanzanie, directement, il a commencé à se faire l'argent parce qu'il dit, après Diamond, c'est lui qui suit. Je l'ai dit, oui, ça dépend de la région. Donc, pour se faire d'argent, tout dépend de la région. Mais dans notre pays, je peux dire, le Burundi est bien positionné vraiment pour se faire beaucoup d'argent et gagner mieux et même influencer la Tanzanie. J'ai une question à poser à Freddy et Shabani. Est-ce que vos entreprises culturelles, vous les situez dans le formel ou l'informel, par exemple? On a parlé de formel et d'informel. Ou est-ce que vous vous situez plus précisément? Shabani ou Freddy? OK. J'ai commencé au Freddy. OK. Je vais reprendre pour ça. Donc, pour nous, comme en tant qu'organisateur du festival Marhaba, nous, on a constitué comme... parce que, première chose, Marhaba, ce n'est pas pour gagner l'argent. C'est une société c'est l'entreprise qui aide les artistes parce qu'on a un grand souci pour les renforcements des capacités parce que j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça parce que renforcement des capacités dans notre institution, les artistes, des fois, ils n'arrivaient pas à créer leur biographie, leur postuler, demande au nouveau. Alors, c'est ça aussi. Moi, on travaille pour faire le développement pour les artistes locaux, oui, du pays. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus dans l'accompagnement, en fait, des artistes. C'est pas fait pour... Alors, comment les artistes que vous accompagnez gagnent de l'argent, en fait? Comment est-ce qu'ils gagnent, enfin, quand je parle de l'argent, enfin, comment est-ce qu'ils peuvent vivre grâce à ce talent-là, en fait? Comment faire, en fait? OK, très bien question. Les artistes, parce qu'il y a des artistes, on l'accompagne comme Bernice Debel, il a eu déjà été invité à Cameroun. Et il y a des artistes comme Ralijo, il y a les artistes comme Afro Talent Band. Mais très important, ce n'est pas l'argent parce que si votre niveau professionnel n'est pas dans les nouveaux, tu ne peux pas avoir l'argent parce que, grand souci, beaucoup de groupes ici qui ne font pas la production de bonne qualité, c'est ça aussi, moi, j'ai investi pour essayer de le montrer qu'il faut avoir une bonne qualité de production, des belles images, des belles images, de production visuelle. C'est ça aussi, moi, j'ai pensé pour ça. Et beaucoup des artistes, ils sont d'accord avec moi parce que cette année, au mois d'octobre, je vais amener un groupe Île de Mayotte au festival. C'est à grâce de bonnes qualités, c'est à grâce de travail, quoi. Oui, c'est ça. Ce n'est pas directement l'argent parce que si tu penses directement à l'argent, c'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour bien faire la production, faire les images, c'est ça. Merci Shabani. Freddy, est-ce que vous vous situez beaucoup plus dans l'informel ou le formel? Est-ce que vous êtes une entreprise culturelle qui est vraiment dans l'informel ou le formel, selon toi? On a commencé au tout début avec l'informel, je veux dire au tout début du théâtre, mais maintenant on se dirige de plus en plus dans une économie formelle. C'est-à-dire notre but et notre projet, c'est vraiment de créer une industrie de théâtre où justement les gens puissent vivre du théâtre. Et c'est dans cette optique justement que par exemple on multiplie les formations avec Bouja Sans Tabou.
depuis la première édition, plusieurs formations pour que justement il y ait une pléthore de comédiens, de metteurs en scène, de techniciens qui sont aguerris et qui savent exactement de quoi ils parlent et comment le faire de haut niveau professionnel. On essaie aussi justement d'introduire aussi de nouveaux métiers dans le théâtre, comme la scénographie qui est récente depuis moins de 3 ans maintenant. Donc, non, totalement l'économie formelle parce que l'artiste doit vivre, parce que l'artiste doit gagner sa vie. Et puis surtout, c'est très, très important aussi de pouvoir faire en sorte qu'il y ait, encore une fois, on revient à la chaîne de valeur ajoutée, mais que dans un futur proche, il y ait toute une production et toute une économie derrière pour que justement le théâtre et les arts en général puissent grandir. On le voit très très bien à chaque fois que l'on crée une pièce de théâtre, le public répond massivement présent. On a quoi? On a 200, 300 personnes qui viennent, qui payent leur ticket, qui payent leur place, ce qui est important, et ça génère des revenus. Donc l'idée est là, vivre de son art, créer et pouvoir avancer. Ouais. J'ai une avant-dernière question avant qu'on commence à recevoir les questions des autres participants, c'est la protection des droits d'auteur. Parce qu'on a bien compris que sur la chaîne de valeur, il y a une première chose qui est importante, c'est la protection par le droit d'auteur. Comment ça se passe chez vous à Buja Sans Tabou? La protection des droits d'auteur est encore un terrain assez vierge, je dirais, hein, honnêtement. C'est-à-dire, par exemple, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup d'auteurs, par exemple, dans le théâtre maintenant. Je pense à Claudia, je pense à Rivardo, je pense à Laura Sheila et Nangoma qui créent des pièces de théâtre. Mais justement, ces pièces de théâtre, elles sont créées, mais où est-ce qu'elles vont? Est-ce qu'elles sont publiées déjà? Est-ce que ces œuvres pourront résister dans le temps? Est-ce que ces pièces qui sont écrites ne sont uniquement que pour produire que par rapport à un moment donné et ensuite qu'est-ce qu'on en fait? Donc, l'idée et le projet aussi est là, c'est-à-dire comment protéger nos auteurs, comment protéger ces pièces de théâtre, comment faire en sorte qu'elles puissent durer avec le temps, que d'ici 20 ou 30 ans, ces pièces puissent être encore à nouveau rejouées, qu'on puisse les retrouver. Il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec un ami qui me disait justement que sa tante, qui écrivait des pièces de théâtre dans les années 70, on aurait bien aimé rejouer ces pièces de théâtre, mais en fait, on ne les retrouve plus. On ne les retrouve plus justement parce que justement, elles n'ont pas été gardées. Et donc, il est important, je pense, que l'on puisse aussi parler maintenant de politique culturelle quelque part pour que justement tous ces artistes puissent être protégés aussi par des lois, par le gouvernement pour que justement, pour que ça reste dans le temps et dans l'avenir. Donc, c'est une question très pertinente et j'espère que justement, on pourra justement élaborer des plans, des solutions pour que les propriétés intellectuelles puissent rester et être gardées. Au niveau du théâtre. Au niveau du théâtre. Papi, la même question par rapport à la protection des droits d'auteur et des droits voisins. Est-ce que dans les acteurs, il y a tout un métier des métiers qui sont là en audiovisuel ou dans le cinéma. Est-ce que vraiment ils jouissent de ces droits-là, des droits d'auteur et des droits voisins? Papi. Ton micro. Oui, merci. Je peux dire qu'il y a au moins à 60% parmi les acteurs dans le métier de l'audiovisuel qui jouissent de ces droits. Parce que malheureusement, c'est parce qu'il y a certains droits voisins qui ne sont pas respectés. Mais à mon humble avis, je peux dire, si j'ai par exemple un travail de création et que je vais produire, là, je respecte les droits de chaque personne, y compris jusqu'à la dernière personne qui fera même le graphic design, il sera dans les crédits. Je vais penser à son salaire, même la musique. Je serai obligé même d'aller dans un studio, acheter une bande son. Même chaque chose que je vais prendre, même, y compris même la location des lieux, je vais vraiment mentionner ça. Mais malheureusement, par quelques méconnaissances, comme on dit, des fois les gens ignorent les droits des autres et ce qui crée par après des conflits, oubliés, et ce qui est le débat même actuel avec plusieurs jeunes,
quand quelqu'un a écrit son œuvre, est-ce qu'automatiquement il devient l'auteur de cette œuvre? Parce que les œuvres cinématographiques, comme on dit, l'œuvre visuelle, ça, des fois, on a tendance à oublier qui est l'auteur de ça. L'auteur, par exemple, d'un film, c'est les réalisateurs, mais les gens, des fois, ils donnent ça aux scénaristes. Non, papi, c'est pas le parce que c'est les réalisateurs. L'auteur. Non, on dirait l'auteur, les scénaristes. Ouais. Il y a les scénaristes qui est l'auteur, mais le chef d'œuvre de ces œuvres visuelles, c'est les réalisateurs. En fait, maintenant, pour le droit, quand on dit on va maintenant donner les droits de ces films à qui? Il y a des fois même ça crée un conflit entre les producteurs et les réalisateurs et les scénaristes en même temps. Parce que tous n'arrivent pas à savoir les propriétés, à différencier ces types de droits et les niveaux. Ça, c'est peut-être Ali qui va clarifier ça, mais avec ma connaissance, et parce que je dis mes droits d'un film que moi-même j'avais écrit, et j'étais là derrière, puis on m'a dit, pour nous laisser la liberté de faire une large diffusion de cette œuvre, parce que nous l'avons financée, tu peux nous céder, vendre les droits. Et j'ai accepté, j'ai vendu les droits, mais je garde ce qu'on appelle partie propriété intellectuelle et mon nom reste dans le cadre. Maintenant, le problème qui est dans notre pays, en fait, on n'a pas. Je pense que le papier a été coupé. Je ne sais pas le problème qu'il a. Je pense que c'est l'Internet. Donc, parlons de contrat. Est-ce que, par exemple, Chabani, est-ce que vous... Je veux juste avoir un titre. Je vais garder la chanson pour lui et qui va poster ça. Un jour, ces conflits arrivent devant moi et je dis, il faut savoir qui a écrit la chanson, qui a financé les clips. Et là, vous allez faire une balance. Même chose pour nous, pour l'audiovisuel, savoir qui a écrit les films, qui a réalisé les films et qui a financé les films. Et savoir qui va être, comme on appelle, tous les droits de ces films, qu'on appelle le droit réservé, les droits d'auteur. Parce que les droits qu'on appelle les droits auteurs de cette œuvre, ça ne revient pas encore vers l'arrière pour dire, moi j'ai fait le script writing et toi tu as fait les scénarios, tu as développé et puis après tu es passé à la réalisation et tout comme on dit, c'est une chaîne de production et quand ça arrive maintenant réalisateur ou producteur, il faut casser ceux qui sont derrière, il faut les récompenser, même titre, même niveau, même degré qu'avec celui qui va avoir tous les gros fardeaux de production des films. Être lui qui va éclaircir, mais à mon humble avis, il y a vraiment ces challenges dans notre secteur et des fois, c'est un de qui est là et tu vas voir, chaque personne dit réalisateur assistant, je te le réalisateur et ça, et vous oubliez qui a porté les idées que ces films puissent naître. Ça crée, comme on appelle le cafouillage, maintenant c'est tout un bordel qui règne maintenant. Et comment résoudre ça? Je pense qu'il faut que chacun puisse jouer son rôle et accepter sa meilleure position et que chaque personne puisse jouir de ses droits et accepter ça, c'est ce que je mérite. En fait, il y a un souci d'accepter ce que tu mérites, mais chacun veut prendre l'assiette de l'autre et coller et remplir. Et après, c'est ce qui bloque aussi l'engrenage de notre production, je pense. Il y a un peu de souci sur la notion du droit. Et ce qui a bloqué plus la machine que l'industrie tout. Vous avez amené une dame qui nous a formés sur ça, mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris. Les droits voisins, les droits d'auteur et les propriétés intellectuelles. Maintenant, c'est un débat. Il faut voir et que chacun accepte d'abord ma position, là où j'étais positionné, et la suite de cette chaîne, quand ça arrive aux réalisateurs, aux producteurs, ils doivent donner vos salaires et vous accepter, et le reste continue à suivre la chaîne de valeur de production jusqu'à la diffusion, à la distribution, jusqu'à la consommation. Oui, mais je pense qu'au-delà... Oui, merci Papi. Je pense qu'au-delà, peut-être que Luc pourra nous éclairer, qu'au-delà du salaire, il doit y avoir à la base un contrat, en fait. C'est ça, en fait, également, toute cette économie-là dont on parle. Ce n'est pas seulement payer de l'argent, c'est
c'est qu'il y ait des contrats. Je ne sais pas si Luc peut réagir par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport justement à ce point qui est un point très sensible chez nous. Oui, merci Diane. Oui, je pense que c'est un point qui est vraiment sensible, hein. Et ne vous en faites pas, ce n'est pas simplement au Burundi, c'est cette sensibilité, on l'a partout, la question des droits d'auteur. Et je pense que la chose la plus importante, c'est de tout prévoir au commencement du travail, au moment de la création, qui fait quoi. Mais prévoir qui fait quoi, c'est comprendre aussi comment se répartit la chaîne des droits. Dans la musique, ça peut être un peu plus simple. Il y a un auteur, un compositeur, un arrangeur. On sait qui a écrit le texte, on sait qui est auteur de la composition, on sait qui est auteur de l'arrangement. Et on définit. Le problème, c'est que les acteurs eux-mêmes ne sont pas au courant de leurs droits. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, ceux qui sont au courant des droits n'informent pas les autres. Voilà pourquoi il y a cette notion des contrats qui est importante. Alors, cette notion de contrat, elle est importante dans toute relation qu'on va avoir. Je disais au début de la chaîne de valeur, c'est tous les créateurs qui sont là. Mais une fois que les ICC viennent pour travailler avec eux, il faut cette relation contractuelle pour définir dans quelles conditions on va exploiter la propriété intellectuelle de tous ces créateurs-là. Dans quelles conditions économiques, dans quelles conditions de répartition des droits. Ça va toujours être défini au départ. Bien sûr, il faut de la formation. Et pour revenir sur le secteur de l'audiovisuel et du cinéma, aujourd'hui, le cinéma, c'est la chose la plus complexe parce que c'est par essence l'œuvre où il y a le plus de collaborateurs. C'est la plus grosse œuvre de collaboration. Donc, dans le cinéma, chacun est auteur de ce qu'il a créé. Celui qui a écrit le texte, il est auteur de son texte et il en garde la propriété intellectuelle à vie. Son droit moral, on ne pourra jamais le lui enlever. L'auteur de la musique restera auteur à vie. Chacun des auteurs qui interviennent dans le cinéma intervient avec sa propriété intellectuelle. Mais seulement la spécificité de l'audiovisuel du cinéma, c'est qu'il y a une présomption de cession de droit. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Donc, on va céder à une personne, mais à des conditions. Et quand on cède ses droits au réalisateur, il y a cette condition de respect du droit moral et du droit patrimonial parce qu'il va être rémunéré. Et c'est là où interviennent les contrats, comment négocier des contrats. Est-ce qu'un contrat, on le subit ou on le négocie? Et je pense que ce sont des questions qui doivent être vraiment développées au cours de sessions de renforcement de capacité. Merci beaucoup, Luc, pour tous ces éclaircissements. Je pense que nous allons commencer à prendre... on va continuer avec vous parce qu'il y a des questions qui vous sont adressées. Alors, je vais commencer par la question numéro 8. Je m'excuse pour la suite parce que c'est Luc qui avait la parole. Bonjour Luc, le pays comme le Burundi qui est nouveau dans les ICC et les acteurs entrepreneurs ont tendance de tout faire. Et le résultat à la fin est nul. C'est pas qu'il n'y a pas des produits, c'est pas même qu'il n'y a pas de moyens. C'est vrai qu'on en a besoin, mais pour moi, c'est plus le savoir-faire qui manque. Alors, la question est celle-là. Quelles sont les étapes qu'il faut suivre? Premièrement, le système de droit d'auteur qui marche, les maisons de distribution en ligne, je pense vous voulez parler en ligne, et quelles sont vraiment les étapes indispensables, en fait? Je n'ai pas suivi la fin. Quelles sont vraiment les étapes indispensables? Oui, merci Diane. Écoutez, il y a une chose qui est importante, elle dit que tout le monde a tendance à tout faire. Cette assertion comme ça est importante à prendre en compte parce que chacun a une spécialité. Aujourd'hui, les créateurs, c'est les créateurs. Ils ne sont pas forcément des producteurs, ils ne sont pas forcément des entrepreneurs culturels qui vont réfléchir. On va les laisser créer parce que c'est ce qu'ils maîtrisent le mieux. D'accord? Et le savoir-faire, la créativité, elle existe au Burundi, elle est là. En tout cas, on ne peut pas l'ignorer. La capacité de créer, elle est là. Ce qui peut manquer peut-être, et Freddy l'a précisé, Shabani et aussi Jamaïca, c'est comment atteindre le plus large public, comment emmener ces productions
vers une diffusion qui est la plus large possible, d'accord? Et ça, c'est plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est déjà réussir autour des créateurs, autour des artistes, c'est cette structuration. Cette structuration, si elle n'existe pas, on a tendance peut-être à vouloir tout faire. Un musicien va se dire, bon, moi, je n'ai pas besoin de manager, je n'ai pas besoin de producteur, je peux tout faire tout seul. Mais on se rend compte qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Il a besoin d'un administrateur, il a peut-être besoin d'un producteur, il a besoin de quelqu'un qui est spécialiste sur les stratégies de communication ou de marketing. En fait, c'est cette structuration autour du produit, autour de l'artiste qui emmène ce produit, qui est importante. Et je pense qu'on a parlé tout à l'heure du besoin de politique culturelle. Ça, les politiques culturelles vont permettre quoi? Vont permettre de mettre en place une méthodologie et surtout pour que l'État intervienne de manière efficace, notamment en mettant en place des dispositifs d'accompagnement, en mettant en place des dispositifs de renforcement de capacité, en mettant en place des dispositifs peut-être d'appui grâce à des fonds. Ça, c'est un aspect. Mais il faudrait que le secteur se structure en essayant de faire monter en compétence toutes les personnes qui travailleront autour de cet artiste. Donc, je pense que le système à suivre, c'est cette structuration avec des métiers spécialisés. Vous avez vu sur l'ensemble de la chaîne de valeur, il y a des métiers spécialisés. C'est difficile d'être à la fois un créateur, un grand technicien, un grand... il y en a qui réussissent à le faire. Mais si on a cette structuration, ces compétences qui sont là, qui existent, effectivement, je pense que c'est peut-être une des solutions pour pouvoir faire avancer le secteur. OK. Il y a une question qui est peut-être semblable à celle qu'on vient de poser. C'est par rapport, c'est à Luc qu'elle est adressée cette question-là. C'est au niveau, je pense, des droits d'auteur toujours. Est-ce que, si oui, quel est le rôle des musiciens? Quel est le rôle des musiciens? Et on parle de copyright et négligé, et ce sont les musiciens qui continuent à souffrir. Luc, est-ce que tu pourrais nous répondre par rapport à cela? Par rapport aux droits d'auteur, je pense qu'il y a une logique. Il y a une logique qui est importante et sans laquelle, aujourd'hui, les acteurs, les créateurs ne pourront pas jouir de leurs droits d'auteur. C'est deux ou trois choses bien précises. D'abord, c'est quand on est sur la création, quand les œuvres sont créées, bien sûr, elles sont normalement, une œuvre, quand elle est créée, elle est automatiquement protégée par la loi internationale. On dit qu'une œuvre est protégée dès qu'elle est créée. Mais cette protection ne suffit pas. Pour pouvoir jouir justement de l'exploitation de sa propriété intellectuelle, il faudrait qu'elle rentre dans un système qui va prendre en compte la documentation. Ça veut dire qu'il faudrait aller déclarer cette œuvre-là pour qu'elle rentre dans le système. C'est le premier péché des créateurs eux-mêmes. Ils ne vont pas vers l'enregistrement de leur œuvre. Leur œuvre est enregistrée par la loi. Ouais. Mais aller l'enregistrer est une chose importante auprès d'une société de gestion collective parce qu'on ne peut pas gérer nos droits tout seul, est une autre chose. Donc, souvent, c'est les administrateurs, c'est aussi des managers, des personnes qui travaillent autour, qui vont aider ces artistes à aller enregistrer leurs œuvres pour qu'elles rentrent dans un système économique et aussi de protection en cas de problème ou d'expropriation. Sans cette étape-là, aujourd'hui, on a beau mettre nos chansons à la télévision, nos œuvres sont diffusées, bien sûr qu'elles vont générer des droits d'auteur. Les sociétés de gestion collective vont récolter cet argent, mais quand elles vont chercher à qui elles appartiennent, elles ne trouveront personne et elles serviront à d'autres personnes. Donc, je trouve qu'il y a tout un processus. Le rôle des musiciens, il est important qu'ils comprennent qu'il faut aller les enregistrer, aller se faire identifier pour rentrer dans le système économique. Mais le rôle aussi des ICC, c'est de permettre cela, c'est d'aviser, de conseiller cela. Quand on vient exploiter une œuvre, on a besoin d'artistes, de créateurs pour faire notre business. Mais c'est bien, on respecte, mais on s'assure aussi que cet enregistrement est rentré dans le système économique pour générer, pour pouvoir récolter justement les redevances qui sont dues aux auteurs. Vous savez que
le droit d'auteur est généré quand on diffuse, quand on exploite, quand on duplique, quand on reproduit. Mais si tout cela est fait et que l'argent est recollecté, mais ne peut pas être distribué parce qu'il n'existe nulle part. Et je pense que c'est ça le vrai rôle pas seulement des musiciens, mais des créateurs d'une manière générale. Okay, merci Luc. Nous avons également des questions qui sont adressées à je pense, la deuxième question. Alors, je vais demander qu'à chaque fois on adresse les personnes, qu'on sache vraiment à qui adresser chaque question, parce qu'on a beaucoup de questions déjà. On est autour de, je pense, de 18 questions au total. Alors, je vais commencer par le théâtre. Freddy. Ouais. Alors, bonjour à tous. Ma question adressée à Freddy. Parlons du théâtre et du festival. Est-ce qu'une piste de prêt de petites sommes dans les banques serait une solution pour l'autopromotion de cette industrie? Oui, tout à fait. Je pense que le financement qui vient aussi bien du secteur privé, du secteur étatique ou alors de différents bailleurs est toujours aussi intéressant tant que justement il y a une démarche qui est derrière. Donc, on ne dirait pas non, on ne dirait pas non du tout. Et je pense qu'il est aussi important maintenant de pouvoir diversifier justement d'où proviennent justement ces financements. Je pense que s'ils viennent de plusieurs endroits, c'est toujours mieux et pour les artistes. Et si en plus on a des banquiers qui comprennent l'intérêt de l'art, du théâtre et qui ont une écoute attentive par rapport à ce que l'on fait, honnêtement, ce serait un plus pour nous. Donc oui, tout à fait, tout à fait. Je vois déjà certaines banques qui travaillent déjà avec le cinéma, donc avec plaisir pour faire des démarches et pour aller les rencontrer, pour que justement ils puissent aussi avoir un regard attentif par rapport à ce que l'on propose, à ce que l'on fait et à ce que l'on souhaite créer. Donc oui. Alors, merci beaucoup Freddy. Il y a une troisième question qui est pour Luc encore. On a plus de questions pour Luc. Quelle est la part des gouvernements africains dans cette croissance mondiale des ICC? Parce que historiquement, nous savons l'expérience des États mettre des moyens minimes dans ce secteur. Quels sont les indicateurs qui vous poussent à confirmer cette croissance en Afrique? Écoutez, il y a plusieurs indicateurs qui poussent. C'est vrai que quand on regarde la part des ICC en Afrique dans l'économie mondiale, c'est vrai qu'elle est très, très petite, mais ça s'est rendu à l'échelle mondiale. Et rendu à l'échelle vraiment continentale, mais disons même pays par pays, effectivement, les quelques statistiques qu'on a montrent qu'on avance. Des pays comme le Burkina, où j'ai vu une étude encore où la culture représentait près de 2,5%, mais on a justement cette progression en Afrique qui est là, hein, et surtout qui peut être un peu disparate par rapport au secteur d'activité, des secteurs qui vont peut-être un peu plus vite que d'autres. Aujourd'hui, les arts visuels est un secteur qui est prolifique. Quand on regarde au niveau mondial, les ICC les plus prolifiques aujourd'hui sont les jeux vidéo, qui sont passés au-dessus du cinéma aujourd'hui dans les statistiques, mais pas encore en Afrique. En Afrique, on a d'autres secteurs qui les arts visuels sont bien placés, les disciplines comme la mode, etc. La musique, on connaît sa puissance, mais quelle part des États, justement, dans ce développement-là? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que nos États, pendant très, très longtemps, beaucoup d'États en Afrique n'avaient pas pris cette dimension dans le corps. Et la culture est restée encore les départements qui jouissaient des plus petits revenus. Politiquement, c'était un peu, voilà, c'était le garage, personne ne se battait pour aller prendre la culture, c'était pour faire l'équilibre politique. Mais de plus en plus, avec des actions, que ce soit d'institutions internationales, mais quelquefois de gouvernements eux-mêmes, on a eu des ministres de culture très dynamiques qui ont réussi à pousser quand même, on parlait des politiques culturelles, à travailler sur les politiques culturelles de leur pays. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette part de l'État est nulle. Quand je vois, et je parlerai vous connaissez sûrement la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles avec l'UNESCO, où plusieurs États l'ont ratifié et ont reconnu le poids économique des ICC de la culture. Et grâce aux rapports qu'ils soumettent, on peut se rendre compte qu'il y a quand même de l'argent qui est mis.
ils participent quand même, d'accord? Mais ce n'est jamais assez. C'est encore très, très, très petit, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, si je parle au niveau continental, l'Union africaine a déclaré aussi cette année, je vais me tromper peut-être, vous me corrigerez, c'est l'année de la culture, en tout cas pour l'Union africaine. Ça ouvre peut-être des perspectives en pensant que les États vont beaucoup plus appuyer le secteur de la culture, mais on a dans certains pays quelques initiatives intéressantes qui commencent à naître, hein, des pays où les gouvernements essaient d'appuyer de plus en plus. Mais l'État devrait avoir une part importante justement dans le développement du secteur. Ils peuvent, nos États, beaucoup d'États sont assez riches. Après, pour eux, pour certains, c'est des questions de priorité. Mais aujourd'hui, le vivier de la culture, le poids économique de la culture, si on arrive à le démontrer avec des statistiques partout, je pense que ça peut faire bouger les lignes auprès des États. Mais il faut continuer à pousser les États. Et souvent, beaucoup d'États ne savent pas comment intervenir sur le secteur. Donc, le secteur, c'est aux industries culturelles et créatives de leur montrer comment ils ont besoin d'être soutenus, comment ils ont besoin d'être accompagnés, soit par l'État lui-même, soit par le biais de la coopération multilatérale ou bilatérale que nos États ont avec des institutions ou d'autres pays. Merci beaucoup, Luc. Alors, il y a une question qui, je pense, est beaucoup plus adressée à vous tous. C'est comment faire pour que la culture peut être un business bancable? Si oui, quel est le chiffre d'affaires et qu'est-ce qu'on doit conseiller aux jeunes? Est-ce qu'on pourrait conseiller aux jeunes à s'y investir? Là, je vais donner la parole à Luc et puis après Freddy, Shabani et Amani vont essayer de répondre. Si la culture peut être un business bancable, je pense que Papy, Jamaïca nous l'a dit tout à l'heure. Il a essayé de s'aligner sur l'innovation, il s'est aligné sur l'investissement en termes de matériel et aussi avec un objectif de qualité, et ce qui lui permet d'atteindre un nouveau public. Donc, je pense, oui, la culture, c'est peut-être un business bancable. Et on a des ICC qui réussissent à le faire. Mais tout est question de stratégie, de capacité. L'environnement aussi est important, le contexte est important. Mais je pense que pour les jeunes, oui, ils peuvent. Je ne parlerai pas de chiffre d'affaires parce que ça dépend vraiment de l'activité. Et quand on a réussi à identifier son public et quand on a réussi à maîtriser son processus de création, de production et de diffusion, je pense qu'on peut toucher des publics. Il suffit d'une stratégie et un peu d'accompagnement. Je pense que c'est possible. Freddy? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut réussir dans la culture, on peut réussir dans l'art d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue intérieur. Je veux dire, pour moi, l'artiste doit être aussi important, doit être aussi bien considéré qu'un avocat, qu'un fonctionnaire à la banque. C'est-à-dire, il a un rôle à jouer dans la société, il a une parole à dire, il a quelque chose à échanger, il a quelque chose à dire sur ce qui se passe. Donc, c'est important d'un point de vue forcément économique, mais pour moi, le plus important, c'est toujours la raison d'être. Pourquoi? C'est quoi la raison d'être de la culture? Tu sais, on ne peut pas non plus tout le temps le chiffrer qu'au niveau bankable, tu sais. Donc, la raison d'être qui est pour moi, justement, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à faire, qui est pour moi beaucoup plus importante. Donc, on a un message à passer, on a quelque chose à véhiculer. En fait, c'est pour répondre à la dernière question qui disait est-ce qu'on peut le conseiller aux jeunes? Bien entendu qu'on peut le conseiller aux jeunes, bien entendu que la culture et l'art peut sauver, peut influencer, peut changer les choses. Donc oui, c'est bankable dans les deux côtés, je dirais. Merci beaucoup, Freddy. Alors là, je vais poser l'autre question qu'on reçoit des participants à Papy et Shabani, c'est est-ce que le grand blocage n'est pas au niveau de la loi sur la protection intellectuelle qui au Burundi est inactive jusqu'aujourd'hui? Parce que selon la personne qui a posé la question, les producteurs nationaux comme internationaux ne veulent pas prendre des risques en injectant des sommes
qu'ils ne vont pas rentabiliser. Ils veulent avoir votre avis sur ce point-là. Papi ou Jonathan? Vous avez entendu? Oui, oui. Mm-hmm. En fait, moi, je pense à là où quelqu'un dit qu'il y a un producteur qui ne peut pas injecter son argent parce qu'il craint comment il va rentabiliser ça. Ou bien s'il y a la loi qui l'empêche à ne pas avoir beaucoup de mesures de sécurité sur ça. Moi, je pense que la meilleure chose d'abord pour toute chose, quand tu veux prendre un risque, tu dois calculer les risques d'investissement et tu dois savoir comment je peux rentabiliser ce que je suis en train de m'engager dedans. Ça revient de presque la même chose qu'on disait. Est-ce que la culture pourrait être un projet bancable? Oui. Pourquoi? Premièrement, quand vous écrivez votre projet, vous avez une idée de quelque chose, vous devez faire l'étude du milieu. Vous voyez, notre milieu, comme chaque fois les gens, ils aiment les sous-estimer que le Burundi, on ne peut pas considérer un artiste ou lui donner la valeur qu'il faut. Quand quelqu'un se comporte mal, c'est ce qu'on ne peut pas lui donner le respect qu'il cherche. Mais quand toi-même, tu essaies de te discipliner, tu essaies de te faire respecter, il y a moyen que partout là où tu arrives dans n'importe quelle institution, qu'on puisse te faire confiance, qu'on puisse accepter ton idée. Et ça revient à la même question quand on posait comment quelqu'un, un investisseur qui est à l'étranger, peut accepter de collaborer avec un local et qui puisse arriver à produire quelque chose qu'il peut vendre. Je vous donne mon exemple. Là, je parle de mon cas. J'ai écrit une histoire sur les vélos de Bugarama. Là où tout le monde négligeait, il ne voyait pas l'importance qu'un jour, on pourrait vendre l'image de quelqu'un qui s'accroche sur les camions en montant vers Bugarama et puis il transporte ses cargaisons en descendant vers Bujumbura et que ça pourrait être un sujet intéressant pour vendre ça à une chaîne de télévision et gagner de l'argent. Et j'ai pu proposer ça juste à un ami et l'ami m'a donné encore d'autres connexions là où je puis vendre ça. Et j'ai pu faire venir au moins 6 Allemands cinéastes professionnels de la chaîne, des chaînes de production qu'on appelle Berlin Producer. Et tu vois, tout ça, ça demande comment d'abord j'ai présenté mon sujet. Et par après, vous savez, je suis allé demander une garantie à la banque. Pour demander cette garantie qu'on appelle une sécurité financière, ça s'appelle avoir une capacité financière, d'inviter un groupe de producteurs que tu dois loger. Quand tu te portes garant, je vais être le producteur délégué de ce film. Il faut avoir de bonnes relations avec les hôtels. L'hôtel, quand il te demande un chèque de garantie, il faut déjà être en bonne relation avec ta banque. Ta banque va te couvrir. Ça demande quoi? Ça demande aussi qu'on appelle la crédibilité que tu as avec ta banque. Si tu n'as jamais fait des escroqueries, tu n'as jamais envoyé des chèques sans provision, et tu expliques à ta banque, voilà mon idée, voilà mon projet, mais que ça va m'apporter autant d'argent dans 6 mois. Aucun banquier ne peut pas dire non. Il va dire, tu as une idée géniale d'inviter autant de blancs derrière toi et vous allez avoir 20 € après ou bien même 10 000 euros. Chaque banquier va dire, je vois que tu es en train de gagner de crédibilité internationale et faire entrer des devises dans ton. Si il arriverait à tout le jeune à imaginer, à proposer des contenus locaux et vendre ça à l'extérieur, c'est ce qui va régénérer des devises dans notre pays. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à vivre ou à gagner des devises grâce tout simplement à leur chaîne YouTube. Et ils sont là avec des devises chaque fois, chaque fin du mois. Tu vas les voir avec 1 000 ou 2 000 euros. Cela veut dire qu'il arrive à exporter les contenus locaux à l'extérieur. Et maintenant, comment les artistes qui doutent encore, ou bien quelqu'un qui croise les bras, et puis il pense à la facilité, est-ce qu'il a déjà essayé? Parce qu'avant de dire quelque chose, est-ce que tu as essayé, et puis on t'a dit non, et puis revenir poser la question à celui qui a de l'expérience, celui qui peut t'endosser, te couvrir. C'est pourquoi on appelle un avaliseur. Tu as cherché un avaliseur, et puis on t'a dit, on ne peut pas t'accepter dans une institution financière, ou bien on ne peut pas te donner la chance d'avoir un partenaire
à l'extérieur. Je travaille maintenant avec ECZ. ECZ, c'est une organisation aussi allemande qui nous facilite beaucoup de choses. Même à pour plus vite. Oui. Oui, continue. Qui te facilite même à trouver des partenaires à l'extérieur et qui peut venir te renforcer tes compétences sans beaucoup d'exigences et vous collaborez, vous échangez. Et ça fait Exchange Corporation. Et vous allez arriver dans votre domaine à renforcer tes compétences et à trouver les moyens à avancer sur un projet que tu es en train de développer. Ça, c'est des choses qui se passent si quelqu'un demande des renseignements. Merci. Merci beaucoup. On a une question pour Luc. Quelle stratégie pour influencer les pouvoirs publics afin qu'on ait plus d'actions pour le développement du secteur? Alors, vous savez, les stratégies pour influencer les pouvoirs publics, c'est du lobbying. Mais le lobbying, on ne peut pas le faire seul, on ne peut pas aller en rang dispersé. Et la grosse stratégie, c'est se constituer en force de proposition, des vraiment concrètes, mais en se mettant ensemble. On ne peut constituer une grosse force de proposition que quand on est ensemble, quand on se réunit en tant qu'acteur culturel. Là, oui, on peut être un interlocuteur valable. Et je pense que c'est la seule stratégie aujourd'hui pour pouvoir influencer. Ce n'est pas influencer, revendiquer, etc., mais c'est arriver avec une force de proposition, mais concrète. Savoir ce qu'on veut avec un programme précis, avec des demandes précises. Moi, je pense que c'est la plus grosse stratégie, le lobbying groupé, mais la société civile peut le faire, peut se regrouper et parler au pouvoir public pour faire des propositions, pour nouer vraiment un réel partenariat public-privé. Moi, je pense que c'est l'une des plus... sont les stratégies qui ont payé partout. Merci beaucoup. On a une question pour Shabani et Freddy. Expliquez davantage la chaîne de valeur, comment créer des moyens, parce que c'est le souci en fait qui selon ITEL P15 qui dit que pour maintenir et aller de l'avant dans leurs activités. Qu'ils expliquent davantage la chaîne de valeur, c'est comment créer des moyens peut-être au niveau du théâtre et Shabani au niveau de la musique, comment créer des moyens, comment créer une économie, je pense que c'est la question-là. Il entend quoi par moyens? Des moyens financiers, des moyens... Je pense que ça doit comporter le tout, ça doit être le moyen financier, pour moi les moyens également artistiques, je pense aussi. Je pense que Luc a très bien résumé tout à l'heure en parlant de structuration, je pense. Il est impératif, en tout cas au niveau du secteur artistique, au niveau du théâtre, de se structurer. Je pense que l'erreur, enfin, c'est pas une erreur, c'est-à-dire on était à nos débuts, c'est-à-dire on a tellement privilégié l'artistique à nos tout débuts, c'est-à-dire en mettant toutes nos forces et toute notre énergie à mettre des formations en écriture, en mise en scène, en jeu d'acteur, en scénographie. Et je pense qu'on a oublié un aspect important, c'est-à-dire qui est l'administration, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire en sorte que tous ces secteurs artistiques puissent être gérés, puissent être combinés. Donc, pour moi, les moyens passent par ça, en fait. C'est-à-dire, pour pouvoir créer beaucoup plus de moyens, il faut qu'on soit structuré. Il faut qu'on sache justement ce qui se fait de mieux ailleurs et qu'on puisse apprendre, justement d'autres institutions, comme par exemple les récréatrales, qui font du très, très bon travail au niveau de la diffusion, au niveau de la production. Et donc, moi, je dirais tout simplement, voilà, pour créer plus de moyens, comme l'a très bien résumé Luc, c'est-à-dire il faut qu'on se structure, il faut qu'on soit structuré et qu'on sache exactement ce que l'on veut et comment est-ce qu'on le veut. Oui, allô? Oui, Shabani, en fait, la question, est-ce qu'on peut créer des moyens? Freddy vient de répondre qu'il est important de pouvoir, comme Luc a répondu, qu'on puisse déjà bien structurer le secteur du théâtre. Mais est-ce que c'est la même chose pour la musique? Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Pour répondre à la question qui vous est adressée. Oui, Freddy l'a bien résumé et M. Lick, ils sont bien dit. Parce que c'est pareil, si on n'a pas de moyens, on n'a pas de moyens artistiques, ça c'est toujours souci. Mais
on a oublié une seule partie, c'est administration. Parce que tu ne peux pas avoir une valeur, beaucoup des artistes, beaucoup de groupes qui n'ont pas de management. Ça, c'est un grand problème. Oui, Luc? Luc, on ne vous entend pas? Non, non, je disais qu'on n'entendait plus Shabani. Shabani, oui, on ne l'entend plus en fait. Oui, Pardon. oui, oui. Non, il y avait un problème de connexion, mais là, c'est bon. OK. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? C'est Freddy Vous l'a parlez bien par rapport au résumé niveau de et merci. management et Oui, d'administration. au niveau de Oui. management, administration. C'est pour cela que je dis il faut avoir des renforcements des capacités. Beaucoup des acteurs qui... OK. Je pense que Luc, que Shabani a un problème de connexion. Shabani, tu nous reçois? Oui, je dis beaucoup des acteurs culturels ici chez nous au Burundi qui n'ont pas eu les formations. Quelqu'un va dire, moi je suis manager. Elle ne connaît pas les procédures de qu'est-ce qu'elle va faire pour son artiste ou son groupe. C'est ça aussi. On a besoin de renforcement des capacités pour les acteurs culturels, pour les artistes dans le secteur culturel. OK, merci beaucoup. On a également une question de genre qui est posée par Éléonore Kwaku. Elle pose la question suivante. Vous m'excuserez, c'est très long. Elle dit, le monde culturel est très challengé et dominé par les hommes, alors que c'est un secteur générateur de richesse et d'emploi, ce qui veut dire que les femmes ont leur place pour s'autonomiser. Cependant, le constat est que tous les acteurs et actrices, particulièrement les femmes du domaine, sont confrontés à des violences et abus ou exploitations pour pouvoir avoir accès à des opportunités, ce qui décourage certaines personnes à s'intéresser au secteur. Qu'est-ce qui est fait pour intégrer le genre, le respect des droits et réduire ces effets néfastes qui minent le secteur? Luc, je ne sais pas si tu peux déjà nous aider à répondre. Et puis, peut-être plus tard. Oui, peut-être que j'ai aussi Freddy qui travaille dans la création et qui engage et des hommes et des femmes. Voilà. C'est vrai que la question du genre est une question à prendre avec beaucoup de pincettes. Parce qu'en même temps que certaines vous dit plus de place, il y en a qui se disent ne nous donnez pas de la place, engagez-nous pour nos compétences. Et je pense qu'il faut ne plus faire de distinction, à mon avis, et donner cette chance à toutes. Aujourd'hui, il y a 10, 15 ans, on se plaignait, on n'a pas de technicienne. Aujourd'hui, dans certains pays, elles ont pris le lead. Aussi. Je vais donner un exemple. Regardez, au Sénégal, c'est un pays qui est très, très musical. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de femmes chanteuses que d'hommes? Au Sénégal, par exemple. Ils ont de la place, mais c'est aussi culturel. Il y a des criottes, etc. Moi, je pense que la question du genre et la place de la femme je ne nie pas qu'il y a des violences, qu'il y a de la stigmatisation, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre dans le tout. Et moi, la première chose que je mets en avant, c'est la qualité justement de leur savoir-faire. La qualité des hommes, bien sûr. Il faut faire attention parce qu'on a quand même une minorité quelquefois dans les équilibres. Et il y a plusieurs programmes justement qui travaillent sur les questions de genre. Et c'est très bien dans les secteurs où on ne les voit pas beaucoup, mais souvent, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas compétentes qu'on ne les voit beaucoup, quelquefois elles le disent, elles ont peur d'y venir, mais c'est d'ouvrir, que le DCC s'ouvre à tout le monde et c'est d'encourager. Je pense que c'est ça, c'est rassurer et encourager les femmes à venir parce qu'elles ont des compétences pour cela. Peut-être que Freddy... Oui, Freddy.
Ben, nous, moi, je dirais que c'est un peu le sens inverse au théâtre. Tu sais, je veux dire, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à la question du genre. Je veux dire, quand je regarde un peu depuis mes débuts jusqu'à maintenant, les femmes s'en dominent largement dans le théâtre. Rien qu'à Bouger sans tabou, par exemple, je pense la plupart, que ce soit pour la régie technique, pour l'administration, ou même par rapport aux auteurs, aux metteurs en scène, il y a de plus en plus de femmes qui prennent le lead, qui prennent le métier à bras le corps et qui s'affirment avec des convictions profondes et professionnelles. Donc, au niveau du théâtre, je pense qu'elles sont présentes, elles sont présentes. On ne se pose pas, on se pose même pas la question du genre en fait, parce que le genre est représenté quelque part. Donc, je dirais Éléonore. C'est qui encore le nom? Pardon, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Éléonore Kwaku. Éléonore Kwaku, bah, tu es la bienvenue à Bouger sans tabou. Voilà. Merci beaucoup, Freddy. Alors, la prochaine question s'adresse au projet PASAC. Et là, je pense que ça doit être soit la personne du PASAC, Dorine, qui pourrait répondre. La chaîne de valeur au Burundi se bloque pour moi à 2 niveaux. Au début, c'est le capital et à la fin, la vente. Ces 2 soucis sont majeurs. Comment le projet compte y remédier? Je ne sais pas s'il y a une personne du PASAC qui... Je vais répondre, Diane. C'est un point de vue. Après, nous, dans le cadre de ce projet européen d'appui au secteur de la culture au Burundi, on n'ambitionne pas de tout faire non plus, parce qu'on n'est pas le ministère de la Culture, on n'a pas ce mandat. Et donc, on n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, mais pour essayer, en tout cas, de contribuer à cette fameuse structuration dont on n'a pas arrêté de parler tout à l'heure, et qui s'entend par, quand Luc a présenté cette chaîne des valeurs, c'est, voilà, il manque un certain nombre de métiers au niveau de cette chaîne de valeurs qui vont faire en sorte que le secteur, ou en tout cas le tissu culturel burundais se structure et que d'une manière ou d'une autre, il y ait injection de capital. Mais quand on parle de capital, ce n'est pas qu'une question d'argent. Je pense que c'était très important tout à l'heure quand Freddy a ramené l'autre dimension, parce que quand on parle d'industrie culturelle et créative, il y a la dimension économique, certes, mais il y a surtout la dimension culturelle, identitaire. Et donc, on parle de capital humain. Et quelque part, c'est de ça qu'on parle. Quand on lance ce projet et quand le commanditaire qui a lancé le projet, au-delà de structurer le secteur, avait une volonté de dire il faut créer des emplois pour les jeunes. Et nous, en tant qu'Africalia, et avec tous les partenaires qui nous ont rejoints dans ce projet, c'est quelque part une préoccupation profonde qu'on a dans le cadre de ce programme et dans tous les autres programmes que l'on met en œuvre. Pourquoi? Parce que le monde est en train d'avancer. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, et sans aucun jugement de valeur, tout le monde ne pourra pas avoir son lopin de terre et être agriculteur. Donc, comment est-ce qu'on donne un avenir à des jeunes? Comment est-ce que on crée de l'emploi pour les jeunes? Et donc, on affirme que le secteur des industries culturelles et créatives représente un potentiel vivier d'emploi et que nous avons aussi notre contribution à jouer dans le développement des pays où nous sommes présents. Mais quand je dis nous, je me situe du côté opérateur culturel, acteur culturel avec un A majuscule. C'est dans ce sens-là. Et quelque part, ce projet que l'on a mis en place, c'est un programme de renforcement des capacités. C'est un programme de renforcement de capacités justement pour aider à cette structuration. Il y a le capital humain qui va être renforcé pour pouvoir justement créer de l'emploi et que quelque part, tous ces gens qui seront renforcés vont créer de la valeur, vont créer des emplois et être émulation pour tous ceux qui viennent après. Ça va être figure d'exemple. Et donc, ce n'est pas à PASAC de créer. PASAC va contribuer à créer. Et au-delà de ça, évidemment qu'il y a toute une partie aussi par rapport évidemment, on va lancer des appels à projets pour pouvoir aussi dynamiser et un petit peu mettre des financements dans ces initiatives culturelles qui doivent naître, qui doivent se renforcer et que les gens vont pouvoir créer, vont pouvoir faire des festivals, vont pouvoir whatever, ce qui les intéresse, pour autant que le projet est pertinent, parce qu'il y aura quand même des critères de sélection et tout un jury. Donc voilà, l'injection va venir comme ça. On a un axe
entrepreneuriale que l'on met en place, où nous allons accompagner des entreprises culturelles et créatives afin de les renforcer à différents niveaux, mais pour qu'elles jouent leur rôle à un moment donné. Je pense que tous les intervenants qu'on a ce matin l'ont souligné à de multiples reprises. Et donc voilà, le programme, il va agir à ces différents niveaux. Donc il y a un appui sur le capital humain, et puis il y a un appui sur le capital financier, mais d'abord, moi je dis toujours, hein, avoir de l'argent, et le dépenser n'est pas compliqué. C'est à quoi on le dépense et comment on le dépense. Et tout l'objet est là quelque part. Et donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la personne, mais c'était un point de vue qu'il exprimait. Voilà, nous, en tout cas, on l'a circonscrit comme ça au sein du PASAC. Et comme je dirais, ça sera une question de saisir des opportunités et comment on les transforme. Merci beaucoup, Dorine, pour les éclaircissements. Il y a une dernière question pour Luc. Est-ce qu'un écrivain qui n'appartient pas, c'est une question qui vient de Edouard Namatungiro, qui n'appartient pas à aucune association, fait-il partie d'une industrie créative? Oui, pourquoi pas. On le dit, dans l'une des définitions, c'est la création individuelle. De toute façon, c'est un acteur, il est au début de la chaîne de valeur, donc il continue à produire, à écrire ses livres, qu'il appartienne ou pas à une association, il reste créateur et ses œuvres peuvent être exploitées, elles peuvent être mises sur le marché, donc elles peuvent suivre tout ce processus de production et d'édition. Donc oui, il n'y a pas besoin il n'y a aucune obligation à faire partie d'une association pour être un acteur justement des ICC aujourd'hui. Donc oui, effectivement, c'est un créateur, il crée des œuvres qui sont produites, qui sont éditées et qui sont mises à disposition du public. Donc, il peut travailler avec d'autres industries pour l'exploitation de ses œuvres. Totalement. Merci beaucoup, Luc. Alors, il y a une proposition, il y a aussi des propositions dans les questions-réponses qu'on a reçues. Est-ce que pour le droit d'auteur, c'est M. Leonidas Zigamasao qui propose qu'il y ait en fait un plaidoyer au sein de l'Assemblée générale et Sénat afin qu'une loi soit mise en place. Je dois dire qu'il y a une loi qui est déjà en place et pour lui, il dit que ceci pour encourager les jeunes à investir. J'aimerais avoir là les avis de Freddy, de Chabani et de Papi. Mais d'ores et déjà, je dois dire à Leonidas qu'il y a une loi qui est déjà en place. Il y a même un bureau des droits d'auteur qui est déjà mis en place. Alors pour le droit d'auteur, est-ce que ce plaidoyer-là, faut-il qu'on le fasse ensemble? Parce que c'est aussi une question qui a été adressée au COPRODAC. Faut-il qu'on le fasse ensemble en tant qu'acteur culturel? Ça, j'aimerais bien que Freddy, Papi et Chabani puissent y réagir. Oui, je peux commencer. Je pense que c'est une très bonne idée qu'on puisse faire ça ensemble. Parce que si on y va nous tous ensemble, ça va créer une force. Et vous savez, dans notre industrie déjà cinématographique, là, nous, on fait intervenir en même temps les acteurs, on fait intervenir les musiciens. Donc, si on fait la coalition et nous allons ensemble, je pense que nous pouvons arriver à que cette loi vraiment puisse être votée et que le respect des droits de chaque au Burundi puisse au moins jouir de ses droits et chaque artiste doit être considéré avoir une valeur, avoir une bonne place. Parce que nous tous, on nous appelle des artistes. Et je suis conscient, si on a la volonté et que COPRODAC peut accepter de prendre ça en main, je pense que nous allons y arriver et nous serons tellement valorisés. Merci, Papi. Chabani. Oui, moi, je suis d'accord avec Papi. Il a tout déjà dit. Oui, c'est ça. Merci, Freddy. Oui, merci pour la question, Léonidas. Effectivement, je pense que si on crée une synergie et que l'on fait des plaidoyers appuyés justement sur nos métiers respectifs pour beaucoup plus de considération, de respect et pour que nos métiers respectifs aient un avenir, je pense que c'est une très très belle chose. Ensemble, on peut. Ensemble, on peut y arriver. Tout à fait. Oui. Donc, ensemble, on peut.
je me dis que c'est par ces mots, en fait, qu'on va terminer. On aura compris que les ICC, ce sont des biens culturels qui sont des biens de consommation, qui véhiculent des idées, des valeurs symboliques, des modes de vie qui informent et qui vous distraient, et qu'il y a maintenant ce point numéro 2 qui est très important pour nous également, qui est de la protection et le droit d'auteur. Et je vous remercie, Freddy, je remercie Papi, je remercie Shabani, je remercie également Luc pour les interventions qu'il a eues. Maintenant, je vais repasser la parole à Dorine. Merci beaucoup, Dorine. Et j'espère que cet échange a été constructif. Merci à Diane d'avoir géré cet échange vraiment avec beaucoup comment dirais-je, de grâce et puis surtout de professionnalisme dans ce secteur qui nous est si cher. Et merci à tous les panélistes, évidemment, d'avoir été avec nous ce matin. Je pense que ce panel devrait être le premier, mais certainement pas le dernier. Il y a quand même pas mal de choses très intéressantes qui ont été dites et qui mériteraient de continuer à être creusées, d'avoir d'autres panélistes qui viennent un peu nous partager leur point de vue, leurs enjeux, leurs défis par rapport à ce développement des ICC au sein du Burundi. Alors, pour en revenir au projet européen d'appui au secteur de la culture au Burundi que nous avons lancé le 12 avril dernier à Bujumbura, pas mal de choses qui ont été dites et qui ont été levées au cours de ce webinaire. Nous allons en partie essayer d'y répondre dans le cadre de ce programme. Et donc, moi, je voudrais encourager tout un chacun de pouvoir de consulter régulièrement le site web du PASAC Burundi et les pages des réseaux sociaux du PASAC où nous relayons un certain nombre d'informations, de ressources sur le secteur, mais également les activités qui vont être menées dans le secteur. Et donc, je pense qu'il y a ceci, plus ou moins 10 jours, ont été lancés 2 appels à candidature pour 2 ateliers de formation qui se dérouleront courant du mois de juillet. Je vous encourage à vous y inscrire. Donc, il y a un atelier en administration culturelle. On en a parlé, on en a besoin de gestionnaires, d'administrateurs, de coordonnateurs, voilà, de ces structures culturelles qui quelque part constituent le tissu culturel au Burundi. Inscrivez-vous, venez renforcer vos compétences dans la manière de gérer vos structures, de penser le projet et de gérer vos ressources humaines. Ça sera un atelier qui sera en ligne et pendant plus ou moins 2 semaines, toutes les matinées. Il y a aussi une plateforme en ligne où vous aurez pas mal de ressources, d'outils qui seront mis à votre disposition. Et donc, cet appel se clôture le 10 juillet prochain. Et la formation aura lieu du 26 juillet au 6 août. C'est en matinée en ligne. Ça, c'est pour la formation d'administration culturelle. Il y a un autre appel qui a été sorti récemment et qui, lui, est un atelier de renforcement de capacité pour les techniciens en sonorisation. Il se clôture également le 10 juillet prochain et il aura lieu du 26 juillet au 31 juillet à Bujumbura. Donc, je vous invite à répondre à ces deux ateliers de formation, à ces 2 appels à candidature pour les programmes de formation. Il y aura également un appel à candidature pour l'axe entrepreneurial qui sort aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est encore en ligne, mais en tout cas, il sort aujourd'hui. Et là, ça sera pour tous les entrepreneurs qui voudraient faire passer leur entreprise à échelle. Donc, pour les scale-up, ça sort aujourd'hui. C'est tout frais. Et donc, voilà, là aussi, j'encourage les entrepreneurs du secteur à candidater. Vous avez toutes les chances. Il y a des critères de sélection qui sont émis. Donc tentez votre chance et gagnez un parcours d'incubation pour durant une quinzaine de mois, accompagné par Adisco et par Africalia. Alors, il y a d'autres formations qui sont également prévues plutôt courant du mois de septembre et on y reviendra. Une des plus importantes que vous avez relevées pendant toute la session qui porte sur les droits d'auteur, les fameux droits d'auteur.
Donc voilà, ça va être quand même un des liants qui va se revenir assez souvent durant la mise en œuvre du PASAC. Alors, toutes les informations par rapport à toutes les activités que nous allons mener sont régulièrement mises en ligne sur le site web www.pasacburundi.org. PASAC, c'est P-A-S-A-C-C Burundi.org. Et il y a une seule adresse email pour nous joindre et nous serons en capacité de vous répondre, toute l'équipe du PASAC qui est représentée par une équipe de gestion, par Menia Media et Adisco, sur l'adresse email info@pasacburundi.org. Donc, toutes ces activités sont relayées à ce niveau-là. Vous avez un calendrier indicatif de tout ce qui vous attend. On espère que vous avez passé une bonne matinée avec nous, que vous en savez un peu plus sur les industries culturelles et créatives, mais nous ne manquerons pas d'y revenir assez souvent. Et je vous souhaite, au nom de tous les partenaires, un excellent week-end et que surtout la révolution démocratique culturelle continue et se construit avec et par nous et avec vous. Voilà, au revoir tout le monde, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, Luc. Merci, Diane. Merci. Papi. Merci, Diane. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Diane.